D'accord. Alors, bienvenue à cette nouvelle partie de la journée. Donc, on va traiter dans cette section-ci, en principe, de pandémie et innovation sociale sous différents angles. On aura 3 présentations, donc comme tout à l'heure, d'une quinzaine de minutes, et puis ensuite, questions, échanges, etc., notamment avec Benoît et moi. Alors, on commence avec la présentation de Nathalie Marceau. Donc, Nathalie est étudiante, Juan Luis posait la question. Nathalie est étudiante au doctorat en sciences, technologies et sociétés à l'UQAM et en co-direction donc avec moi et Erwan Wari. Et donc, elle prend la suite, elle travaille sur le projet des espaces de coworking et des aires ouvertes. Et notamment, là, elle va présenter, elle est en début de thèse, et donc elle va présenter quelques éléments relatifs à son projet de thèse et au contexte actuel là, des espaces de coworking et des aires ouvertes, en fait, ce que ça pose comme question dans le contexte actuel. Donc, je te laisse la parole, Nathalie. Merci beaucoup, Diane. Bonjour à tout le monde. Ça me fait plaisir de me joindre à vous. C'est la première fois que je me joins à vous. C'est la première fois que je me joins à quelque chose comme ça dans mon contexte doctoral. Là, je suis au début de mon parcours de doctorat. Donc, moi, je n'ai pas de présentation. De PowerPoint. Tu as une présentation, mais pas de PowerPoint. Oui, c'est ça. Je n'ai pas de présentation PowerPoint, exactement. Je vais vous faire une confidence. J'ai passé proche de me retirer de cette journée-là parce que je ne me sentais pas vraiment prête à présenter. Je ne me sentais pas aussi avancée que tous ceux qui ont présenté ce matin, d'ailleurs, mais Diane Gabriel m'a convaincue de venir quand même, puis que c'était plutôt la valeur des échanges qui était important, puis le dialogue, en fait, sur mon sujet, puis sur mon projet. Donc, ça va. Donc, les introductions de ce matin, là, M. Klein m'a rassuré. Il est là aussi, ce qu'elle disait, là, prendre le temps, ça prend du temps pour trouver sa place dans le doctorat, finir avec plus de questions qu'au début, mais moi, je suis beaucoup là-dedans là, en ce moment. Donc, ça résonne beaucoup avec moi. Donc, comme Diane Gabriel le disait, donc je travaille avec elle et Ewan Wari là, sur les recherches au niveau des espaces de travail et de coworking. Ce que j'aime dans mon sujet de recherche, c'est que tout le monde a une opinion sur le sujet. Quand je vous dis votre espace de travail, là où vous êtes présentement, là, je vois certains espaces de travail à la maison. Il y en a peut-être qui sont dans des bureaux à l'université ou quelque chose comme ça. Donc, tout le monde a une opinion sur le sujet. Souvent, quand les gens me demandent qu'est-ce que tu étudies au doctorat, je dis les espaces de travail, puis j'ai même pas le temps de finir ma phrase, puis ils ont des choses à dire. Donc, ce que j'aime de ça, c'est que ça touche tout le monde comme sujet de doctorat, puis ça veut dire que ce que je vais étudier risque d'avoir un impact sur beaucoup de monde. Donc, je suis vraiment contente de ça. Quel timing aussi pour étudier des sujets comme ça, là, des espaces de travail. On n'avait pas prévu, quand j'ai commencé à travailler avec Diane Gabriel en janvier 2020, qu'on commençait à travailler sur le terrain, sur notre terrain et tout ça, on n'avait pas prévu qu'il y aurait une pandémie qui aurait un impact majeur sur les espaces de travail. Donc, j'ai eu le temps de faire une entrevue avec une entreprise et puis à la fin février puis tout a été arrêté par la suite. Donc là, les espaces de travail présentement en entreprise sont fermés. Les espaces de travail en aire ouverte ou en entreprise sont fermés. Les espaces de coworking, il y en a qui sont ouverts, il y en a qui sont fermés. C'est pas constant, c'est pas pareil pour tout le monde. Il y a des bibliothèques. Moi, j'aime beaucoup la bibliothèque de New York là, qui est en arrière de moi. Là. Il y a de plus en plus des gens qui travaillent dans les bibliothèques. Là. À la grande bibliothèque à Montréal, il y a des gens qui travaillent. Je suis allée la semaine dernière. Il y a des gens pour changer d'espace vont travailler là. Celle-là, celle à New York, elle est fermée en ce moment. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce... C'est le contexte dans lequel j'arrive dans le doctorat. Quand on a commencé à travailler là-dessus avec Diane Gabriel, tout était clair. On avait un beau projet assez bien ficelé avec un terrain clair et tout. Et puis, bon, ça fait partie des choses non prévues, j'imagine. Il y a beaucoup d'incertitudes, tout est en mouvement. Moi, je vois ça comme un défi.
je veux trouver ma place là-dedans, ça va être un défi, mais je trouve que ça me stresse pas parce que je trouve que c'est peut-être une occasion de faire une différence parce que je vois ça comme c'est peut-être une opportunité de reconstruire les espaces de travail d'une façon qui convient mieux à l'humain, en fait. Donc, dans les espaces de travail ouverts, dans les espaces de coworking, ces deux espaces-là existaient pour des raisons différentes. Les espaces de travail ouverts étaient très critiqués là, pour la productivité ou ce genre de choses-là. Donc, peut-être que ce qu'on fait, ce qu'on vit maintenant va nous amener ailleurs. Donc, dans 10 ans, je vais me dire, ben, j'étais à un moment historique avec ma thèse de doctorat sur ce sujet-là. Donc, mon angle, moi, pour aborder les espaces de travail, c'est l'humain. Là, je dis les espaces de travail, je vais les définir tout à l'heure un petit peu plus. Là, on va juste garder les espaces de travail parce que ça varie beaucoup, mais je vais les définir un petit peu plus tout à l'heure. Donc, mon angle à moi, là, quand j'ai fait la revue de littérature, ce qui m'intéresse de chercher, de trouver, moi, c'est le côté humain. C'est quoi la motivation humaine? Pourquoi on travaille dans qu'est-ce qui nous motive à travailler dans tel espace plutôt que tel autre? Et quels sont les éléments de l'espace de travail qui ont un impact sur la motivation, sur la productivité ou sur le bien-être au travail? Je me suis demandé si on avait regardé ça, la motivation humaine dans le contexte des espaces de travail. Et ce que la littérature nous dit, en fait, c'est que la plupart des espaces de travail ont toujours été évalués d'un point de vue collaboration et créativité, mais pas vraiment d'un point de vue motivation. Donc, plutôt sur comment les équipes de travail arrivaient à générer des idées ensemble, à garder un esprit d'équipe ensemble, mais ça n'a pas été vraiment fait dans le contexte de est-ce que je suis motivée, est-ce que ça me motive d'avoir tel espace de travail plutôt qu'un autre? Cet élément-là n'a pas été vraiment exploré. Pour faire ça, moi, le contexte, le cadre théorique qui m'intéressait de regarder pour ça, c'est la théorie de l'autodétermination, Self-Determination Theory, là, qui est une théorie. Là, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez tout ça, puis que moi, je vais être obligée d'expliquer des choses que tout le monde connaît, ou si je donne... Les gens sont dans d'autres disciplines, donc tu peux l'expliquer rapidement. OK, je vais l'expliquer rapidement. J'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui existe, la théorie de l'autodétermination. C'est une théorie qui existe en psychologie qui a vu le jour dans les années 70. C'est un cadre théorique qui est utilisé dans beaucoup, beaucoup de domaines vraiment là, qui vont des sports, dans la santé, dans l'éducation. C'est vraiment utilisé dans plein de domaines et un peu au niveau organisationnel, mais pas tant. Donc, en gros, la théorie de l'autodétermination, pour faire ça simplifié, il y a 3 piliers, en fait, qui comprennent à la fois les motivations intrinsèques et extrinsèques. Donc, l'autonomie, la compétence et le sentiment d'affiliation. Donc, ces éléments-là, on les retrouve dans plein d'aspects de la vie. Donc, c'est pour ça que c'est une théorie qui est utilisée beaucoup. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, comme je disais, dans des domaines sur les sports, dans différents domaines là, de la vie humaine, si je peux dire ça. Par contre, au niveau du leadership ou en organisation, c'est pas quelque chose qui a été tellement utilisé. Elle a été utilisée pour connaître les niveaux d'engagement des employés de façon générale, mais jamais par rapport au bureau. Donc, voilà pourquoi moi je pensais que c'était un cadre intéressant d'utiliser ça parce qu'il y a des questions qui existent, qui sont bien connues dans ce cadre théorique-là. Donc, les introduire dans un contexte de bureau, je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant. Et puis, ça va peut-être aider les employeurs, les entreprises, chaque personne, en fait, à définir son besoin en termes de milieu de travail qui va générer le plus de résultats ou de satisfaction ou de bien-être au travail.
Donc, au niveau bureau, par exemple, je trouvais ça intéressant. On parle d'espace de travail puis de bureau. Bureau, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. On va parler un peu de définition. Le mot bureau, ça vient du Moyen Âge. En fait, depuis quand ça existe, le bureau? Peut-être que vous êtes au courant de ça, mais c'est intéressant. En fait, le bureau vient du mot bure, qui est la robe des moines. Donc, à l'époque, comme les tables étaient en pierre et inégales ou en bois, mais de façon assez inégale, ils mettaient une couverte, donc le manteau du moine, en fait, sur la table inégale pour compter des dollars, souvent, ou c'est pas des dollars à l'époque, mais pour compter des choses. Donc, le tissu est devenu par extension, la table de travail est devenue par extension la pièce et par extension l'édifice. Donc, moi, je fais souvent l'exercice dernièrement, je demande aux gens comment ça va au bureau. Et les réponses sont vraiment très, très différentes, là. Il y en a qui vont parler du bureau à la maison, il y en a qui vont parler du bureau de l'édifice, il y en a qui vont parler de leur table de travail, comment il y a 6 écrans qui ont été mis dans leur table de travail. Donc, il y a différentes définitions. Donc, je vais en nommer quelques-unes. Je vais regarder. Il ne me reste pas tant que ça, hein, 5 minutes. Donc, je vais juste donner la définition des espaces de travail ouverts, puis des espaces de coworking. Parce que les espaces de coworking, c'est aussi quelque chose qui sort un peu gagnant de la pandémie. Donc, pour les espaces de travail ouverts, on entend un espace de travail où il n'y a pas de cloison ou des cloisons très basses. Donc, c'est différent d'un cubicule. Les cubicules, les partitions, les gens ne se voient pas. Mais dans un espace de travail ouvert, il n'y a ou pas de cloison, comme en arrière, ou bien il y a une cloison de un pied ou quelque chose comme ça, mais les gens se voient. Ça, c'est un espace de travail ouvert. Les espaces de coworking ou de co-travail, comme on dit en français, ça va devenir, c'était initialement, bon là aussi il y a plusieurs définitions pour les espaces de coworking dans le temps. En 2011, c'était défini comme un espace de travail qu'on pouvait louer et qui était destiné aux travailleurs autonomes et aux petites entreprises. Et puis bon, mais ça aussi, ça évolue dans le temps et surtout depuis la pandémie. Donc, il y a les espaces de coworking deviennent intéressants pour les entreprises qui veulent que leurs employés sortent de leur maison et puis travaillent, par exemple, à proximité. Il y a un exemple à Sainte-Julie et la mairesse de Sainte-Julie a mis en place avec le gouvernement et avec le privé un espace de travail pour les citoyens de Sainte-Julie, peu importe l'entreprise qu'ils sont, dans laquelle elles sont. Donc, les espaces de coworking, ça semble que ça va être peut-être l'angle de ma thèse au lieu des espaces ouverts qui étaient initialement le cas. Donc, je vais dire rapidement la méthodologie de recherche qu'on a planifiée pour ça. Donc, c'est un projet de recherche qui est fait avec l'IRSST, qui couvre à la fois les espaces de travail ouverts, les espaces de coworking. Comme je disais, les espaces de coworking, on risque de les faire avant. L'utilisation des méthodes quantitatives au moyen d'un questionnaire en ligne et des méthodes qualitatives au moyen d'entrevues individuelles. Donc, il y a 68 espaces de coworking au Québec qu'on a identifiés, auxquels on va envoyer un questionnaire. Un certain nombre de salariés d'organisations publiques et privées. Donc, dans les organisations privées, moi, j'avais commencé l'année dernière, là, ils ont tous mis ça sur le rôle. Donc, autant des hommes que des femmes, si possible. Donc, dans des espaces de coworking, on va essayer d'avoir 8 personnes pour les entrevues, 8 personnes dans chacun des 6 espaces de travail qu'on va faire. Donc, 48 personnes en coworking et 48 personnes dans les espaces de travail ouvert. Et donc, les résultats attendus, c'est de comprendre un peu le rôle des facteurs liés aux espaces de travail et d'avoir une compréhension des caractéristiques qui influencent la motivation au travail, les caractéristiques des espaces de travail qui influencent la motivation au travail. Donc, je pense que j'arrive à peu près dans les 15 minutes. Diane Gabrielle, as-tu des questions pour moi? Des choses que tu voudrais que je rajoute? Non, c'est bon. Si tu veux ajouter, conclure sur 2 minutes, là, rapidement, oui, c'est bon.
OK. Donc, ce que je n'ai pas parlé peut-être, c'est que dans les trois, comment on relie la théorie de l'autodétermination et des espaces de travail, en fait, c'est qu'il y a des éléments qui peuvent exister, comme par exemple au niveau de l'autonomie, le fait de travailler à l'extérieur du bureau, donc d'être à la maison, par exemple, ou dans un espace de coworking, ça permet d'avoir pas d'interruption. Donc, ça augmente l'autonomie, c'est ce qui ressort beaucoup en télétravail. Par contre, au niveau du sentiment de compétence, il y en a qui aiment beaucoup avoir leur nom sur une porte au bureau ou sur leur partition au bureau. Et les bureaux sont déterminés en fonction de l'endroit où on est dans l'organisation, donc plus grand ou plus petit. Donc, ça a aussi un impact sur le sentiment de compétence. Le sentiment d'affiliation, ben, c'est plutôt relié aux aires communes. Donc, voilà, je rajouterais ces éléments-là avant de terminer. OK, très bien. Est-ce qu'il y a des questions de clarification? On va faire comme tout à l'heure, on garde la discussion pour la fin, mais s'il y a des questions de clarification, on peut les prendre. Donc, pour le moment, je ne vois personne. Donc, ben, c'est bon. Alors, on va passer à la présentation suivante et puis on revient en discussion générale par la suite. Donc, la présentation suivante, c'est la présentation de Laurent Sauvage, qui est doctorant aussi à l'UQAM en études urbaines avec Juan Luis et moi et qui va nous parler des communs culturels territoriaux et en lien avec la COVID-19. Je vais commencer par mettre mon micro, puis essayer de partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne toujours? Oui. Parfait. Donc, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, elle s'inscrit en fait dans ma thèse de doctorat, comme tu viens de le dire, Diane, qui vise à analyser en fait la communalisation de la vie culturelle d'un quartier de Montréal, le quartier Saint-Michel. En fait, ce qu'on essaie de voir, c'est comment la création de ce que j'appelle des communs culturels territoriaux concourt à la revitalisation de ce quartier de Montréal. Mais dans la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, mes objectifs, ça va être d'analyser les réactions des acteurs culturels et communautaires de ce quartier défavorisé au contexte de pandémie, et puis de cerner en fait, toujours dans ce même contexte, les effets de la mise en commun de l'action culturelle sur ce territoire, sur ces acteurs et sur ces populations. Pour ce faire, je ne développerai pas la méthodologie, mais j'ai mobilisé de l'observation à divers événements et puis procédé à des entrevues semi-dirigées avec les acteurs culturels, communautaires et avec quelques habitants. Alors, qu'est-ce que j'appelle des communs culturels territoriaux? C'est en fait des systèmes qui sont construits sur les interrelations qui préexistent ou qui sont à créer entre différents éléments. Tout d'abord, des ressources culturelles qui peuvent être matérielles ou immatérielles ou qui souvent revêtent même les deux caractéristiques. Ça peut être des espaces urbains, ça peut être des monuments ou des bâtiments patrimoniaux, ça peut être des équipements culturels. Donc, il y a vraiment une grande pluralité de formes, d'objets qui peuvent constituer ces communs. Autour de ces objets s'articulent des communautés qui prennent en charge ou la production de ces ressources ou alors qui vont essayer d'en préserver ou d'en développer l'usage. Et pour ce faire, elles mettent en place tout un système, des règles de gouvernance. Le tout s'inscrit sur un territoire qui est un élément actif du système. Il sert à la fois de cadre d'action aux communautés et de stock de ressources culturelles. Et puis enfin, il y a une dimension temporelle qui peut être ou non activée dans ce système. Elle va avoir pour effet de transformer les ressources culturelles en patrimoine culturel et donc d'ancrer finalement ce commun dans le passé et de permettre une projection de ce commun dans le futur, ce qui permet d'envisager, je ne développerai pas, mais des processus de développement durable. Alors, ma thèse, c'est de dire qu'en fait, ces interrelations qui se construisent autour de deux notions, la notion d'identité et la notion d'appartenance, elles peuvent nourrir des processus de développement local intégrés et elles peuvent permettre en même temps
aux populations locales d'affirmer deux choses. D'une part, le droit à la ville au sens de Lefebvre, et d'autre part, les droits culturels au sens de la Convention sur les droits culturels de l'UNESCO en 2005. Alors, j'applique ce cadre-là au quartier Saint-Michel, qui, comme vous le savez, fait partie de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc Extension, qui est situé dans le nord-est de l'île de Montréal. C'est un quartier qui connaît de nombreuses difficultés physiques, un quartier qui est extrêmement morcelé par la présence de l'autoroute A40 qui vient scinder le quartier en deux, et par la présence de deux anciennes carrières de pierre au nord du quartier qui vient là aussi enclaver certains milieux de vie. Quartier dont la population connaît des difficultés socio-économiques assez importantes, et enfin quartier qui accueille une population qui est extrêmement diversifiée. Près d'un Michellois sur deux est issu de l'immigration, et on trouve dans le quartier des communautés latino-américaines, des communautés maghrébines ou encore des communautés haïtiennes. Alors, pour analyser un peu ces communs culturels territoriaux, j'ai adapté finalement le cadre théorique ou le cadre d'analyse en fait, que Elinor Ostrom avait utilisé pour examiner ces communs articulés autour de ressources naturelles. Et donc, je l'ai adapté à mes questions, à mes problématiques de recherche. En fait, ce cadre d'analyse, il propose de regarder trois ensembles de variables. Le premier ensemble, ce sont les éléments constitutifs du commun. Donc moi, je regarde quel est le capital culturel du territoire, quelles sont les communautés qui sont articulées autour de ce capital culturel, et quelles sont les règles que ces communautés mettent en place finalement pour assurer une bonne gestion de ce capital culturel. Dans un deuxième temps, je regarde comment ces éléments sont mis en action dans des situations particulières. Et aujourd'hui, je vais parler plus précisément de la situation de crise sanitaire liée à la Covid. Et puis enfin, dans le dernier ensemble de variables, on regarde quels sont les schémas d'interaction qui sont issus finalement de cette mise en action des éléments du commun, et quels sont les résultats de cette mise en action. Et je regarde comment schémas d'interaction et résultats viennent nourrir ou non d'ailleurs le capital socio-territorial du quartier. Alors, si j'applique ça à Saint-Michel, on a un capital culturel qui est composé d'une part d'un capital culturel matériel qui est relativement pauvre. Dans le quartier, on a un cluster des arts du cirque qui sert un peu d'emblème au quartier, mais dont la présence masque finalement mal le peu d'équipements culturels qui sont présents à Saint-Michel. On a aussi de l'art public et un patrimoine industriel, mais qui dans les deux cas sont peu appropriés par les habitants, et puis des espaces publics qui vont être investis par des événements éphémères, notamment durant la période estivale. Au niveau de la présence d'artistes, elle est assez difficile à évaluer, ça c'est de manière générale un peu partout à Montréal, mais ce qui est à noter à Saint-Michel, c'est qu'on a certains de ces artistes, une dizaine de personnes à peu près, qui sont fortement impliqués dans les dynamiques culturelles du quartier, et qui vont prendre en charge certains organismes culturels du quartier. Et enfin, on a un capital culturel immatériel qui est marqué par la présence de communautés culturelles dynamiques, notamment la communauté haïtienne et la communauté maghrébine, et surtout, je dirais, par une culture de la concertation et de la collaboration autour des enjeux culturels qui a été initiée au début des années 2000 par le Cirque du Soleil et par la TOU, et qui véhicule en fait une vision de la culture comme outil ou comme moteur de développement du quartier. Alors, autour de ce capital culturel s'articule une communauté qui est composée de producteurs, qui est composée d'usagers, qui est composée de producteurs usagers, mais en le disant, je me rends compte que le terme est pas bien approprié, parce qu'on dirait que c'est des producteurs qui ne servent plus à rien, en fait. Donc, il faudra que je change ça. Mais par producteurs usagers, j'entends des organismes communautaires qui vont utiliser la culture dans l'accomplissement de leur mission, et qui, pour ce faire, mettent en place des activités culturelles en interne, je dirais. Et enfin, des acteurs administratifs qui vont assurer l'accompagnement des actions culturelles du quartier, ce qui aboutit finalement à créer une gouvernance polycentrique des dynamiques culturelles de Saint-Michel, gouvernance polycentrique qui est encore plus ou moins formalisée.
Alors tout ça se cristallise en fait dans la création d'une table de concertation culture qui est intégrée à la table de quartier qui s'appelle Vivre Saint-Michel en santé, qui a pour but d'assurer la concertation autour des enjeux culturels, la collaboration autour de certains projets entre différents acteurs, et la table peut prendre en charge la production de certains de ces projets. Elle a pour but, en fait, d'assurer la cohérence entre les actions culturelles développées dans Saint-Michel et le plan de quartier, qui est un plan de quartier concerté une fois tous les 5 ans. Oui, tous les 5 ans. Et ce qui est intéressant de noter, parce que c'est une particularité de Saint-Michel, c'est que cette table culture, elle est ouverte à tout acteur qui est intéressé par le rôle de la culture dans le quartier, que ce soit des acteurs internes au quartier ou externes au quartier, que ce soit des acteurs culturels ou que ce soit d'autres types d'acteurs, communautaires, économiques, du monde de l'éducation, etc. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, les acteurs culturels sont minoritaires dans la composition de cette table culture. Alors, quels ont été les effets de la crise sanitaire finalement sur cet écosystème? La crise, elle a généré des besoins, elle a généré des risques et des contraintes. Pour les habitants qui ont été confinés à partir du mois de mars et puis qui après ont subi des restrictions, la crise a entraîné des difficultés d'accès aux ressources, des difficultés d'accès à l'information et elle a exacerbé les risques psychologiques qui ont été accrus encore pour certaines populations particulièrement fragiles comme les aînés ou comme les jeunes. Pour les artistes et pour les organismes culturels, elle a entraîné l'annulation de contrats, ce qui a eu un effet direct sur le revenu des artistes. Elle a obligé des lieux de diffusion à fermer. Et enfin, elle a abouti à la mise en place de contraintes dans l'organisation d'événements extérieurs quand cette organisation a été possible. Ces contraintes, c'est la limitation du nombre de participants. Le mot d'ordre pour les événements culturels qui ont eu lieu cet été à Saint-Michel, c'était pas de rassemblement, ce qui est particulièrement contre-intuitif dans l'organisation d'un événement culturel. Et puis, on demandait aussi la mise en place des gestes barrières qu'on connaît tous maintenant. Alors, dans ce cadre-là, certains acteurs ont dû finalement un peu se retirer des dynamiques de quartier. Ça a été le cas des acteurs culturels municipaux qui avaient reçu de la ville-centre, qui avaient reçu pour consigne justement de ne participer à aucun événement susceptible de créer des rassemblements. Parallèlement à ça, d'autres acteurs culturels ont au contraire affirmé une volonté accrue encore de remplir leur mission auprès des publics michellois. Ça a été le cas de la TOU, qui est un organisme dédié au cirque, et d'Apporter de Main, qui lui est un organisme qui organise des événements culturels dans les parcs de Saint-Michel. Tous les deux ont essayé de trouver de nouvelles formes d'expression culturelle et artistique et ont exploré des nouveaux lieux dans lesquels il serait possible de mettre en place des événements culturels. Ce qui a abouti finalement à la création d'une offre qui s'appelait Saint-Michel au balcon et qui a rallié d'abord des artistes et des organismes culturels. Et puis dans un second temps, cette offre a rallié également des acteurs communautaires qui voyaient dans les actions culturelles un moyen de remplir leur mission auprès des habitants du quartier qui manifestaient des besoins qui étaient accrus par le contexte. Ce qui a amené de nouveaux acteurs à s'impliquer dans le commun culturel michellois, c'est notamment les organismes aînés. Alors, tout ça a abouti finalement à la création d'un projet qui s'appelait le projet Enthousiasme, qui a été financé par la ministre responsable de la métropole et qui avait pour objectif de briser l'isolement des habitants du quartier par une offre culturelle adaptée, de les sensibiliser aux enjeux de la crise sanitaire, de les informer sur les ressources qui étaient à leur disposition dans le quartier et de recueillir leurs témoignages. Ça a permis la mise en place de 184 animations, parmi lesquelles 127 étaient des animations culturelles qui étaient en fait mises en place au plus près des habitants, que ce soit dans les HLM aînés, dans les ruelles, dans les parcs du quartier ou dans certains bâtiments du quartier. Toutes ces opérations culturelles, elles étaient accompagnées en fait d'opérations de sensibilisation et de documentation qui avaient été prises en charge par les intervenants des organismes communautaires et également par les jeunes du quartier. Alors, ce projet, finalement, il est né d'une première phase de concertation entre les acteurs qui a donné lieu à une deuxième phase de co-construction d'un projet culturel.
co-construction qui mobilisait des expertises organisationnelles, des expertises socio-territoriales et des expertises culturelles et artistiques, ce qui a permis de développer une offre culturelle innovante qui répondait aux besoins des populations et qui intégrait les contraintes imposées par la crise sanitaire. Tout ça, ça a eu des effets majeurs sur le moral des personnes, et notamment des personnes les plus vulnérables, notamment les aînés. Ça a permis de développer une offre culturelle au cœur des milieux de vie dans le quartier. Ça a permis de sensibiliser les populations aux enjeux liés à la Covid, même si cette sensibilisation, elle était moins comment dire, impérative à partir du mois de juillet et d'août, parce que les gens étaient déjà au courant avec les informations, etc. Et puis, elle a permis une meilleure connaissance des ressources disponibles pour les habitants dans le quartier. Alors, tout ça, finalement, ça a constitué une occasion d'enrichissement du capital socio-territorial de Saint-Michel. Par capital socio-territorial, on entend l'ensemble des ressources tangibles et intangibles qu'une collectivité peut mobiliser afin d'assurer le mieux-être de ses citoyens. La crise, en fait, elle peut être finalement vue comme une opportunité qui a permis le renforcement des capacités des acteurs locaux à collaborer entre eux autour de ces activités culturelles, qui a permis de renforcer la participation de certains acteurs, notamment des acteurs communautaires, au commun culturel michellois. C'est le cas notamment pour les organismes aînés. Ça a permis de développer une offre culturelle au cœur des milieux de vie dans un quartier enclavé. Ça, c'est un élément important parce que c'était une problématique qui se pose aux organismes culturels finalement depuis très longtemps et pour lesquels ils avaient pas réellement trouvé de solutions adaptées. Et finalement, l'offre qui a été développée là répond à ces besoins d'aller à la rencontre du public michellois et des populations un peu éloignées de la culture, ce qui conduit certains acteurs à imaginer une pérennisation de ce projet dans les années qui viennent. Ça a permis à certains acteurs culturels, la TOU et à portée de main notamment, de renforcer ou d'affirmer leur leadership dans le quartier. Et puis ça a permis à d'autres acteurs culturels comme Imuzici de prendre un premier contact dans un quartier dans lequel ils arrivaient en fait. Tout ça a conduit finalement à une relégitimation du rôle de la culture dans le développement du quartier. La table de concertation culturelle a en effet retrouvé une autonomie qu'elle avait perdue lors de l'élaboration du dernier plan de quartier. En effet, elle avait été rattachée à la table des acteurs éducatifs et maintenant elle redevient une entité autonome à part entière. Voilà, ben j'en ai fini un petit peu pour cette présentation. Je vous remercie de votre attention, puis je serai heureux de répondre à vos questions. Merci. Merci. Si on a des questions de clarification, sinon, on va continuer avec la troisième présentation et puis on revient pour des échanges par la suite. Donc, je ne vois personne, ça semble clair. Donc, on va passer à la présentation de Wilfredo. Donc, Wilfredo Angulo, qui est aussi aux crises, qui était doctorant, mais qui maintenant a passé cette étape. Donc, Wilfredo va nous présenter une communication sur les effets de la pandémie sur la vitalité culturelle du quartier des spectacles à Montréal. Vous voyez la présentation? Oui. Écoute, pour le moment, on voit. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, on doit être à la fin. Ça doit être la dernière diapo. Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, parfait. Maintenant, elle est en plein écran. Ouais. OK. Bon, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à faire cette présentation. Je suis maintenant postdoctorant au CRIS. C'est une recherche qui se fait en partenariat avec Synapse-C. C'est un organisme de transfert de connaissances des données de la culture. Et M. Klein, c'est lui qui dirige la recherche.
Merci beaucoup, Wilfredo. Donc, là, je pense qu'on va faire comme pour les autres. On va passer ensuite directement aux échanges, mais d'abord, quelques commentaires ou questions peut-être de la part de Benoît. Oui, mais disons que ça me fait plaisir d'être présente, d'entendre ce que j'ai entendu parce que c'est très intéressant. Moi, j'aurais deux séries de questions, mais je ne les développerai pas nécessairement, mais je vais juste mentionner, j'aurais deux séries de questions. Il y a une première série de questions qui est des questions qui sont transversales aux trois présentations, si on veut. Parce que dans les trois, on est dans un contexte de pandémie, puis on a aussi une préoccupation de après la pandémie. Alors, et entre les deux, mais il y a quelque chose qui se révèle. Alors, c'est la question pour ce qui est de la pandémie, c'est que quand on la regarde comme contexte, elle apparaît comme un ovni, quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça nous frappe, puis on se réajuste. Mais en cours de route, au fond, on peut voir que la pandémie, c'est pas quelque chose d'externe, c'est quelque chose qu'on a créé qui est notre propre façon de produire, de consommer, de vivre. Et la pandémie révèle qu'une partie de ces dimensions qui nous appartenaient ils sont pas durables, ils sont pas soutenables. Alors, ce qui fait que si on voit la pandémie juste comme quelque chose qui arrive de l'extérieur, ben, il suffit de se réajuster et ensuite on va continuer comme avant parce que la tempête est passée. Mais si on la voit comme quelque chose qui fait partie de notre façon de fonctionner, de vivre, de produire et tout ça, et à ce moment-là, ça veut dire qu'on a beaucoup de travail pour l'avenir parce que c'est ce qu'on fait qui est en partie, dans une vision systémique, en partie responsable de ce qu'on a reçu. Alors, ça donne un espace différent. Et donc, et là, je passerai des questions, mais je ne les ferai pas sur chacune. Mais disons que dans l'ensemble, moi, j'avais lu les deux PowerPoint qui ont été présentés et j'ai trouvé les présentations orales plus intéressantes que les PowerPoint. C'est bien, donc comme quoi il faut présenter. Oui, ben c'est ça. C'est qu'évidemment, un PowerPoint, il prend du sens avec celui qui le présente. Mais comme je le lisais, que je n'avais pas les textes, je n'avais pas le choix. Et donc, ça m'apparaissait un peu descriptif et je ne voyais pas les liens entre les catégories. Par exemple, en ce qui concerne Saint-Michel, toute la question du commun, il y avait le commun qui n'était pas positionné comme on entend le commun, puis il y avait des communautés de pratique, mais quand on a la présentation, on voit tout le lien, et donc ça pose toute la question, comment un commun, qui est un commun, je vais dire, de deuxième ou de troisième niveau, qui prend sens, évidemment, en lien avec la culture, mais qui prend sens à travers une forme de gouvernance. Et là, je pense que ça, c'est très présent dans la présentation et c'est aussi présent dans le cas du quartier des spectacles. Et donc, on dit que c'est le partenariat du quartier des spectacles qui est l'acteur prédominant. Il y a aussi la Société de développement économique, il y a aussi tous les acteurs qui sont mis comme ressources, mais qui sont des commanditaires, qui ont sans doute une influence. Il y a toute la gouvernance, elle est là dans les deux, elle est bien placée, mais en même temps, on ne voit pas comment cette gouvernance, qui la relie, évidemment, on donne qu'il y a des règles, il y a des acteurs, des ressources, et ainsi de suite, mais c'est qu'il y a quelque chose qui est apparu, la gouvernance existante est apparue fragilisée par la crise, mais en même temps, il y a une nouvelle gouvernance qui apparaît. Il y a une gouvernance qui est plus ouverte à des nouveaux acteurs, à des nouvelles activités. Et il y a aussi, et là c'est intéressant de la culture parce que c'est un peu la revanche de la culture première sur la culture seconde. C'est parce qu'on parle de la culture seconde, que ce soit le théâtre, la musique et ainsi de suite, mais la culture première qui est le sentiment d'appartenance, les communautés culturelles, quelque chose qui est transversal. Et là, quand on parle de la culture, peut-être qu'il faudrait voir, c'est une distinction qui est assez primaire, c'est la culture anthropologique qui est héritée, qui est sans doute construite et mise à jour, versus la culture codifiée, qui est celle des sciences, des arts, des notions. Comment ces deux cultures et il y en a une
finalement, qui a été plus résiliente, c'est la culture première. La culture seconde, elle s'est annulée, s'était fermée, s'était pas rémunérée. Alors, c'est intéressant de voir l'articulation. Je disais, il y a le concept de gouvernance qui m'apparaît intéressant à travailler puis à déployer, mais il y a aussi le concept de culture qui est intéressant. Ça révèle l'importance d'une culture qui est souvent invisible, qui est celle des communautés, qui est celle d'une culture qui finalement a une place importante dans l'identité, mais dont on ne voit pas la fonction sociale réelle. Alors, j'arrêterai là-dessus, et c'est deux pistes, mais celle qui m'interpelle plus en ce qui me concerne, puis que j'entends de plus en plus, c'est que c'est quand on parle de nouvelle normalité, après la COVID, et là, c'est là que le lien entre ce qui a été expliqué dans les deux quartiers, mais on pourrait dire aussi dans les lieux de travail, mais comme j'avais moins d'éléments, c'est un peu plus sur la motivation. Alors, il y a quelque chose là qui m'apparaît intéressant à expliciter, mais qui sont des choses qui sont présentes au moins dans les deux présentations portant sur le territoire. Pour ce qui est de celle de Nathalie, la première présentation, c'est certain, moi je suis à l'Institut de la santé et sécurité du travail, donc coworking, tout ça, ça passe de temps en temps, télétravail aussi, il y avait beaucoup de projets. C'est que c'est une question intéressante, mais moi c'est plus l'espace du travail, l'espace physique du travail. C'est certain qu'on peut le relier avec la motivation, l'autodétermination, mais l'espace physique a eu un rôle très important dans les formes de coopération. Quand on pense, il suffit de relire Marx sur l'organisation du travail, le passage de la manufacture, le seul fait que des métiers se retrouvent dans un même édifice, il se passe une valeur ajoutée. Il y a une coopération, il y a une motivation, il y a une émulation. Et ensuite, dans la fabrique, on introduit la machine qui parcellise, déconstruit les métiers, et aussi comment l'espace physique s'est modelé avec le Fordisme, où on passe avec les autos, les autoroutes, les banlieues, et qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de communication, on arrive à relier milieu de vie et milieu de travail. Et à ce moment-là, évidemment, le milieu de vie et de travail, et il y a les services aux personnes qui sont difficilement délocalisables en télétravail. Alors ça, et il faut voir que les services aux personnes, qui sont ce que certains appellent la production anthropogénétique, ça occupe une partie de plus en plus importante de l'activité sociale et de l'activité économique. Ça, c'était juste pour la présentation de Nathalie. Oui, très bien. Merci, Benoît. Donc, je vais ajouter quelques petits éléments, puis ensuite, on passe à la discussion. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien vu dans les trois présentations, mais je vais les ramener souvent à deux mondes, au fond. Je pense qu'on a vu que le monde de la culture, comme le monde du travail, ont été et seront surtout encore très, très fortement transformés par la pandémie. J'ai bien aimé l'expression de Laurent, la crise comme opportunité, effectivement. Du côté du travail, ça a permis de faire la preuve pour un certain nombre de personnes que le télétravail, effectivement, était viable et qu'il y avait un intérêt d'un grand nombre de personnes, beaucoup plus qu'on ne le pensait auparavant. Par contre, ça fait apparaître des inégalités parce qu'on sait qu'à peu près 40% des gens à l'heure actuelle où des postes de travail peuvent effectivement être faits en télétravail. Et donc là, on a une transformation de l'espace de travail, alors qu'on parlait assez peu finalement depuis maintenant quelques décennies de l'espace de travail, outre les aires ouvertes là, qui ont été mentionnées aussi par Nathalie et qui effectivement vont être remises en question. Du côté de la culture, ce que je trouve intéressant, c'est le fait qu'au fond, bien qu'on ait beaucoup dit la culture se rapproche ou la culture dans le milieu local, je pense que comme l'indiquait Wilfredo, vraiment, l'offre culturelle s'est rapprochée ou même, en fait, avec le projet Enthousiasme, Laurent l'évoquait aussi, l'offre culturelle vraiment s'est rapprochée des milieux. Et je pense qu'on a vu un accès beaucoup plus important, en fait, des populations, finalement. Si on regarde l'orchestre symphonique, le festival de jazz, l'opéra, plusieurs expos des musées, des expos à travers le monde qui nous étaient en partie rendus accessibles. Donc, des pièces de théâtre, en fait, je pense que La face cachée de la lune, il n'y avait pas tant de monde qui l'avait vu. Et là, je suis
combien ils ont dit, 400 ou 500 000 personnes qui ont vu ça à Télé-Québec. Donc, évidemment, moins coûteux, mais aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certainement moins de gêne pour beaucoup de populations qui, en fait, n'allaient pas à l'orchestre symphonique, à la Place des Arts, dans les théâtres. Donc, l'art de la rue a pris une place importante et l'art numérique aussi. Et effectivement, de ce point de vue-là, autant dans le monde du travail que je pense dans le monde de la culture, il y a des choses qui ont été transformées et qui ne vont pas retourner complètement en arrière. Je m'amusais en lisant aussi les PowerPoint, la vitalité culturelle. Bon, nous, on mesurait la vitalité culturelle, mais quand on écoute les artistes aussi, puis les représentants d'organismes à la télé, ils parlent presque de mortalité ou de sommeil, en fait, parce qu'effectivement, beaucoup de milieux ont été carrément fermés, le spectacle vivant surtout. Il y a une question que je trouve intéressante, c'est qu'on parle aussi beaucoup des besoins des habitants. Et pour faire un lien avec ce qu'évoquait Nathalie, moi, j'ai été frappée par les discours à la télé, les discours des créateurs qui ne semblent pas toujours s'intéresser tant que ça aux besoins ou aux intérêts des populations, mais qui évoquent beaucoup leurs propres besoins de créer, de s'exprimer, d'être visibles et d'être reconnus. Donc, il nous ramène un peu aux éléments, justement, d'affiliation où, si Jacques Caillouette était là, il parlerait de besoin de reconnaissance. Donc, ça m'a frappé quand même un peu cette rupture et peut-être que ça a amené beaucoup de créateurs, justement, à se rapprocher davantage des publics qu'ils prétendaient ou qu'ils souhaitaient desservir. Donc, on a certainement eu une offre beaucoup plus innovante dans les derniers mois, en tout cas certainement. Sur les espaces de coworking aussi, la transformation du travail, on n'a pas évoqué, mais puisque beaucoup de personnes sont de l'axe territoire, je crois que dans une présentation antérieure, on avait parlé avec Erwan Beno de la différence entre les espaces en ville à Montréal, où là, l'affiliation est davantage liée au quartier. Et les gens recherchent une meilleure conciliation vie personnelle, vie professionnelle en ayant un espace de travail proche de chez eux, alors qu'en région, il y a vraiment l'affiliation au territoire, au lieu d'origine, au lieu de naissance, très, très souvent. Donc, je conclurai là-dessus. Ce que je trouve intéressant, c'est que je pense qu'on va, pour reprendre le grand thème de pandémie et d'innovation sociale, je pense qu'on va vers une hybridation clairement des lieux de travail où on va avoir des présences au bureau, mais sans doute pas tant que ça de présence au bureau, disons pour les 40% qui le peuvent, du télétravail combiné avec la présence au bureau et des espaces de coworking qui vont se développer davantage, un peu à l'image de l'Europe, où certaines entreprises, d'ailleurs j'entendais BASF et quelques autres en Europe, et en France et en Allemagne, qui ouvrent elles-mêmes des espaces de coworking, donc pour réduire en fait les déplacements et tenir compte aussi des problématiques de congestion urbaine, etc. Et je ne sais pas, quand Wilfredo concluait sur la présence du public irremplaçable, là, je me dis point d'interrogation, parce qu'on a bien vu que finalement, le spectacle enregistré, tout ce qui se passait en ligne, permettait une plus grande présence et presque une plus grande proximité par le numérique, des publics. Donc, la question est irremplaçable pour qui? Est-ce que c'est plus pour les créateurs ou pour le public? En tout cas, clairement, je pense qu'on va vers des formes d'hybridation, là, autant dans le monde du travail que dans le monde de la culture, dans cet espace post-pandémie dont on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver, mais qui devrait certainement arriver. Donc, s'il y a des questions, commentaires, c'est ouvert là pour tous et toutes. Qui veut intervenir? Pour le moment, je ne vois pas de petites mains. Ou si les trois présentateurs veulent réagir. Oui, vas-y. Oui, ça va? Vous m'entendez? Oui. Oui. OK. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, aussi bien les présentations que les commentaires. Et c'est sur quoi je veux surtout insister, c'est sur la réaction et ce qui s'est construit, un peu à la manière de comment Benoît posait il y a quelques années la chose, un monde qui s'est déconstruit, un monde qui s'est construit, quelque chose du genre. Et ça me paraît être quelque chose qui ressemble à ça, mais à une nuance près. C'est que une pandémie est une crise et toute crise, finalement, ne fait que catalyser. Ça catalyse, pas toute crise, mais une crise comme celle qu'on vit, catalyse des situations qui étaient déjà un peu
en action. Je dis juste par exemple la question de juste le fait de faire des réunions à travers Zoom. Et on a fait des réunions à travers Zoom avant. Sauf que là, c'est devenu quelque chose qui est plus important, disons, plus fréquent et qui va peut-être rester, qui ne va pas devenir comme aujourd'hui, que toutes les réunions sont par Zoom, mais qui probablement va faire en sorte qu'on va faire moins de colloques avec des voyages transatlantiques et tout ça. On va faire moins d'activités comme avant. On va intégrer disons, la communication à distance, mais la communication à distance existait déjà. La même chose au niveau de la culture. Moi, je crois qu'il y a des tendances. Ben là, on voyait le numérique dans la création. Là, c'est quelque chose qui était déjà largement entamé, mais que, disons, la pandémie a permis, comme entre autres choses, de produire un spectacle de l'orchestre symphonique qui peut être visibilisé à l'échelle mondiale par je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes, ce qu'avant, on ne pouvait pas faire. Mais bon, de la même façon, la trajectoire, les trajectoires qu'on vivait avant signalaient l'approfondissement des inégalités, comme quelqu'un disait dans une réunion à laquelle j'ai assisté, demandée par la Fondation Chagnon, qui consulte la population. Il disait, on traverse tous la même tempête, on n'est pas tous dans le même bateau. Et ça, j'ai trouvé ça bon. Elle s'est inspirée d'un article de la presse, pour citer ça. Je n'ai pas retrouvé l'article de la presse, mais j'ai trouvé ça bon. On traverse tous la même tempête, on n'est pas tous dans le même bateau. Et c'est évident que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas conclure que si on laisse les choses comme ça, toutes seules, bien évidemment, ça va apporter de nouvelles choses, mais ces nouvelles choses ne seront qu'en continuité de ce qui existait avant. Et ce qui existait avant, c'était une profonde inégalité, une profonde injustice. Et donc, si on n'agit pas de façon volontaire pour profiter de l'opportunité, je dirais, de l'occasion qui se présente, c'est-à-dire, il y a une occasion. Cette occasion, elle ne va pas transformer les choses automatiquement. Il faut en profiter de cette occasion pour les modifier. Et ça, moi, je pense qu'il faut en prendre conscience de ça et il faut agir en conséquence. Effectivement, on a pu assister à plein de choses en ligne, y compris aussi beaucoup plus de séminaires internationaux, dans la mesure où les Français ne les mettent pas le matin, mais quand ils les mettent l'après-midi ou le soir, de fait, on a assisté davantage. Par contre, comme dans le monde du travail, je pense qu'on peut dire tout ce qui est échange informel entre les sessions et tout ça, qui sont autant un milieu de travail que de la recherche, source de créativité et d'innovation, ça manque peut-être. Donc, moi, je veux bien continuer à faire des colloques ailleurs. Bon, récemment, on a fait 3 jours de colloques en ligne, là où je pense qu'après 3 demi-journées, là où c'était beaucoup. Je regarde encore, je crois qu'il n'y a que Cécile pour le moment. S'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir, mettre vos petites mains ou l'indiquer. Sinon, il y aurait donc Cécile pour le moment. Oui, bien bonjour. Ma question s'adresse à Nathalie Marceau. En fait, j'ai 2 questions. La première, c'est dans ta recherche, est-ce qu'il y a une composante de genre? Est-ce que tu vas regarder les différences entre les hommes et les femmes? Puis la deuxième question, c'est que je me ramène à mon ancien monde. Moi, avant, j'étais ingénieure et ergonome spécialisée en prévention des accidents. J'ai déjà d'ailleurs travaillé à l'IRSST. Puis je me dis, bon, tous les espaces de coworking, tout ça, ça va pour un certain temps. Mais est-ce qu'à long terme, quand on va être obligé d'être productif, en fait, d'être efficace. Si on tient juste compte, par exemple, des différentes données anthropométriques, là, il y a des grands, il y a des petits, quand on est dans un même espace de travail, si on le fait pendant quelques mois, ça va, mais est-ce qu'à la fin, on ne va pas retourner en arrière avec des problèmes musculo-squelettiques, des maux de dos, des maux d'épaule, des maux de poignet, tout ce qu'on peut imaginer, en tenant compte que la CNESST ne les paye pas, ces accidents de travail-là ou ces maladies professionnelles, ou que très exceptionnellement parlant. Fait que, donc, c'est à voir, est-ce qu'il faut faire attention pour moi là, de ne pas retourner en arrière quand on essaye d'avancer de cette manière-là. Fait que c'est un peu comme 2 questions-commentaires. Nathalie, est-ce que tu veux y aller?
Oui, pour les hommes et pour les femmes, oui, on va faire moitié-moitié, autant les entrevues que les questionnaires en ligne, là, si possible. Ça va être moitié-moitié, donc on va regarder cette variable-là, oui. L'autre aspect, c'est quand même pas moi qui décide là, qu'est-ce que les entreprises vont faire, s'ils vont retourner en arrière ou pas. Moi, ce que je peux dire, par contre, parce que j'ai une pratique en ressources humaines avec des clients et puis je le vois à l'heure actuelle, il y en a qui décident de faire justement des bureaux satellites dans des endroits de coworking pour un groupe de travailleurs qui travaillent sur la Rive-Sud, par exemple. Bon, est-ce que ça va devenir la tendance? C'est peut-être un peu trop tôt pour le dire si toutes les entreprises vont faire comme ça. Mais je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas nécessairement retourner en arrière. Par contre, par rapport à ce commentaire-là, je me rends compte aussi que la pandémie des espaces de travail, c'est pas... au commentaire de Monsieur Klein qui dit « On est tous dans la même tempête, mais pas tous dans le même bateau ». Ce que je trouve intéressant de ça, de la manière que je vois ça, c'est qu'il y a des entreprises qui payent carrément toutes des nouvelles infrastructures à la maison, par exemple, ou dans des espaces de travail. Et puis, il y a d'autres entreprises que les gens doivent utiliser leur ordinateur, leur laptop, leur vieille chaise, leur petit bureau, leur coin de table. Donc, on n'est vraiment pas tous dans le même bateau à ce niveau-là non plus, effectivement. Donc, ça, je pense que c'est dommageable à long terme, des différences de traitement comme ça entre les différents types d'espaces de travail. Moi, je vais peut-être ajouter qu'effectivement, le télétravail, ça fait quand même une bonne vingtaine d'années que ça existe. Et ce qu'on observait, c'est que d'abord, peu de salariés demandaient à l'employeur justement de compenser ceci, cela, parce que c'était considéré toujours comme un avantage. Maintenant, je pense que les syndicats vont commencer à s'y intéresser davantage et à justement, à partir du moment où il y a des grands pourcentages de personnes en télétravail, ils vont commencer à demander des compensations et tout. Et sur la dimension ergonomique ou santé au travail, c'est justement l'objet du projet de recherche qu'on démarrait là, avec l'IRSST. Et en fait, j'aurais tendance à dire que ça peut même être l'inverse, c'est-à-dire que dans les milieux de travail, il y a une personne qui passe de temps en temps pour ajuster les sièges et tout, puis après, il n'y a personne, puis ce n'est pas des spécialistes d'ailleurs dans la plupart des cas, là, malheureusement. Mais par contre, dans certains espaces de coworking, font au contraire de l'ergonomie de leurs espaces et maintenant de la distanciation et de toutes les mesures, un facteur en fait d'attraction pour justement attirer des travailleurs autonomes comme des salariés d'entreprise. Donc, je ne pense pas que c'est le fait que ce soit dans un espace de coworking qui nous ramènerait en arrière. Au contraire, parce que ces gens-là, les propriétaires de ces espaces-là, cherchent au contraire à valoriser leur espace. Et avant, c'était beaucoup par le look, mais c'est de plus en plus, dans les dernières années, par justement la dimension ergonomique, la prise en compte et tout ça. Là. Donc, ça reste à voir. Ce sera l'objet de la thèse et de la conclusion de notre recherche. Je regarde encore, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient intervenir? Les trois, bon, je ne sais pas, Laurent, Wilfredo, est-ce que vous voulez réagir aux commentaires? Joris voulait parler aussi. Ah, OK, je ne l'ai pas vu. Vas-y, Joris. Ah oui, oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Bon, merci pour les présentations, c'était passionnant. Puis là, je ne peux pas me faire oiseau de malheur ou trop pessimiste, mais on parle de sortie de crise, de fin de pandémie et tout ça. Puis moi, je me demande à quel point, finalement, on veut de la pérennité, puis à quel point la crise ou la pandémie ne peut pas non plus être une situation pérenne. On sait qu'avec les changements climatiques, est-ce que finalement, c'est pas la nouvelle normalité, la crise? Et donc, dans quel point notre innovation, c'est juste l'adaptation? Puis, comment adapter la justice sociale dans la durée, que ce soit en pandémie ou non? Puis, c'est ça, une sorte d'élargissement. Puis, je veux pas que la pandémie, oui, celle-ci va avoir une fin. On ne sait pas quand, puis il y a plein de variants qui arrivent. Mais il risque d'avoir d'autres pandémies assez serrées quand même dans le futur liées à la crise environnementale. Donc, la place de l'innovation sociale, je pense que c'est d'être adapté à la pandémie, faire face à toutes les pandémies qui s'en viennent, puis nous mettre pérants dans un nouveau système sur la longue durée, mais pas envisager juste la sortie de crise. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent commenter. Effectivement, je pense que dans tout ce qu'on disait avec les questions d'hybridation, il y a un peu cette idée-là qu'on ne revient pas à ce que c'était avant, on ne change pas radicalement. L'hybridation, au fond, c'est des transformations possiblement incessantes là, dans les différents domaines. Est-ce que Wilfredo ou Laurent, puis il y a Benoît qui voudrait intervenir. Benoît?
Oui, mais disons que c'est par rapport à ce qui vient d'être dit. C'est qu'évidemment, je pense qu'il y a les deux qu'il faut faire. Il y aura toujours des processus d'adaptation, mais il y a aussi, c'est comme c'est relié à la résilience. Il y a deux façons de voir la résilience. Il y en a une, c'est d'être adapté aux chocs qui vont s'en venir. Donc, on s'adapte, on se donne compte, il y a un apprentissage de la crise puis des chocs qu'on reçoit. Mais l'autre, l'exemple de ça, c'est par exemple avec l'océan, l'eau lève, on fait monter les barrages, on ajoute pour la prochaine vague qui va s'en venir. Et l'autre façon, c'est la résilience, pas juste passive, mais active. C'est faire en sorte qu'on n'est pas en réaction, mais compte tenu de nos aspirations, on transforme, on profite des crises pour transformer. Parce que quand il y a une crise, il y a des remises en question. Alors, les remises en question, évidemment, la crise est très... il y a diverses choses qui se passent. Alors, généralement, jusqu'ici, ce qu'on a vu, c'est que les crises sont très favorables aux acteurs financiers dominants. C'est eux autres qui s'y sentirent le plus. Ceux qui ont les plus faibles, c'est eux autres qui ont les plus gros conséquences négatives. Alors, ça se passe, y compris pour les outils collectifs ou les associations, sont affectés par la crise. Mais en même temps, ça peut être aussi l'occasion de penser autrement, c'est-à-dire de sortir du paradigme ou du corridor mental qui nous fait qu'on voit tel problème, telle solution. Et ça, c'est... on le voit, les cas qui ont été présentés, ce qui était intéressant, entre autres, c'est que c'est le fait qu'il y a des nouveaux acteurs qui vont être reconnus à l'avenir. Donc, déjà, ça ajoute quelque chose. Ces nouveaux acteurs-là, ils ont des visions différentes. Et là, il peut y avoir la question d'hybridation, mais c'est là que la question d'hybridation est intéressante dans la mesure où ça amène, hybride, c'est un troisième type. Et c'est très différent de la sédimentation, où les choses se juxtaposent les unes aux autres sans qu'il y ait de changement. Quand il y a d'hybridation, c'est les diverses parties qui se transforment. Mais évidemment, c'est des grilles de lecture qui ont leurs limites, mais elles peuvent engendrer des pistes d'action qui peuvent être motivantes. Effectivement, tu mentionnes le secteur financier, mais effectivement, la transformation avec la pandémie, ça a été beaucoup le secteur des TI, Amazon et tout ça. Et si on pense innovation sociale, c'est vrai qu'il y a Eva, qui ne fait quand même pas tout à fait le poids face à Uber. Et d'autre part, puisque on évoquait là tout juste maintenant la crise écologique, je pense que tout ce qui s'est commandé en ligne et les livraisons et l'empaquetage, etc., bon, du point de vue écologique, c'est pas très bon, mais du point de vue des conditions de travail aussi, quand on regarde un peu l'économie de plateforme, c'est effectivement un peu inquiétant aussi. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait un petit peu d'innovation sociale de ce côté-là, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de concurrents, disons, coopératifs ou autres. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu, là, à Amazon et quelques autres. Il y a eu quelques petites initiatives plus locales qu'autre chose, mais pas vraiment... qui ne représentait pas un modèle différent, disons, qui était plutôt genre, essayons de faire quelque chose au Québec, mais qui s'inscrit tout à fait dans le même modèle. Est-ce qu'il y a d'autres qui voudraient commenter? Parce que là, on s'approcherait de la fin là, de cette session, s'il y a des questions ou commentaires. Oui, alors Wilfredo, vas-y. Puis Laurent, si jamais tu veux aussi compléter. Oui, une petite réaction en fonction de tout ce qui a été dit, un peu. Oui. Des réactions à la présentation, c'est que pour vous, Diane, c'est les artistes surtout qui demandent la présence du public. Oui, c'est ça. Parce que sa création, c'est inspiré. Ça s'inspire l'artiste. Donc, et bien sûr, les gens qui sont dans le numérique, dans la création de l'art numérique, ont fait des choses impressionnantes, mais quand même, à la fin, revient l'idée de, oui, on va y aller de l'avant dans ce sens-là, mais on ne va pas oublier le public. Et j'enchaîne pour dire une chose, d'après les acteurs, hein, les citoyens en tant que consommateurs culturels, ils commencent à être vus aussi comme différemment, parce que les acteurs se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas séparer l'activité artistique des consommateurs, des citoyens.
que ces contacts, même s'ils le veulent et s'ils le sont dans la tête, il faut qu'ils le concrétisent dans la réalité. Et c'est une distance il faut qu'elle la rapproche. Autre élément intéressant, c'est celui de la démocratisation de la culture. On a vu en France, par exemple, qu'il y a eu l'écart qu'il y avait entre les consommateurs de la culture, les cadres et les classes populaires s'est réduit par rapport à l'offre culturelle qui est en train de se faire. Et ça, c'est un effet qu'on a eu aussi au Québec. Donc, voilà, donc c'est comment... dans l'étude, écoutez, c'est impressionnant quand on interroge les acteurs en parlant de la résilience. C'est impressionnant comment les acteurs ils sont dans un état d'enthousiasme. C'est bizarre, hein? C'est paradoxal. C'est la crise, c'est la pandémie, mais par contre, les acteurs, ils sont dans un état comme d'innovation, d'enthousiasme, de créer, de s'associer, de se rallier avec les autres. Donc, ça crée un état d'esprit que je n'imaginais pas me trouver dans la recherche. Et par rapport à l'intervention de M. Lévesque, je crois que oui, cet contexte, disons, global, il faut le tenir en compte, comme la crise qui nous amène à tout ça. Mais en réfléchissant à ça, je pense aussi que ça met en évidence la crise de l'État même. Parce que la pandémie, ça frappe différemment, dépendant de contexte où on se trouve. Les différents pays ont donné différentes réponses et les différents pays ont donné ou pas de réponse. Donc, les gens sont dans une situation vraiment de désespoir. Et d'autres ont pris en charge les citoyens, d'autres dans des conditions moins intéressantes. Mais il y a eu aussi, ça met en évidence une crise de la société différenciément, de façon différenciée. Merci. Est-ce qu'on conclut là-dessus? Laurent, c'était bon pour toi ou? Oui? On OK. t'entend pas. Donc, alors, je retransmets à Leila, vas-y. C'est ça. Merci à tous les trois pour les présentations et aux commentaires là, de tous. Je pensais que Laurent voulait dire quelque chose, mais bon. Ah oui, mais je ne sais pas, non, il avait l'air de... Il n'a pas allumé son micro non plus, c'est ce que je surveillais. Ah, ben c'est ça, peut-être qu'il pensait que son micro était ouvert, mais il ne l'était pas. Non, mais Voilà. je ne sais pas si on a le temps. J'aurais bien aimé répondre aux commentaires. Voilà, vas-y. Si on n'a pas le temps, Je sais pas. C'est Leila, la chef, là. Dis-moi, Leila. Vas-y. Je peux y aller? OK. Oui. Sur le contexte de pandémie, vous preniez l'analogie avec le couloir, Monsieur Lévesque. Je pense qu'en fait, on est à un endroit où il y a deux couloirs qui se croisent. Puis là, pour le coup, on a le choix de continuer dans le même couloir ou de changer de couloir, de faire le croisement. Effectivement, au début de la pandémie, on n'arrêtait pas d'entendre parler du monde d'après. C'était quelque chose qui était récurrent, etc. Puis là, moi, quand je regarde un peu autour de moi, j'ai l'impression que les gens déchantent et qu'ils se disent que le monde d'après, ça risque d'avoir des allures du monde d'avant, mais en pire. Je pense que l'enjeu qui se présente à nous, c'est effectivement de trouver des moyens d'ancrer les innovations sociales qui ont émergé pendant la crise. Mais j'ai une inquiétude quand même, c'est finalement la prégnance du système capitaliste dans lequel tout ça s'insère et qui risque finalement d'opérer les choix à la place des citoyens. Je prends l'exemple du télétravail. On est en train de nous dire que effectivement c'est une nouvelle voie possible de télétravailler, etc., etc. C'est une nouvelle voie possible aussi parce que ça va permettre aux grandes entreprises de faire des économies majeures au niveau de leurs frais immobiliers. Pas sûr? OK. Mais je pense que ce sera quelque chose à regarder. On va pas relancer parce que sur le télétravail, moi, je peux partir sur 15 minutes. Mais OK. Sur le lien que vous faisiez aussi entre culture première et culture seconde, ça, je trouve que c'est un modèle... Le modèle des communs là-dessus, il a des choses vraiment intéressantes à apporter dans la mesure où c'est les communautés elles-mêmes qui apportent la valeur culturelle aux ressources qu'elles identifient
par rapport à leur propre identité comme des ressources culturelles. Et dans la littérature sur les communs culturels, on voit par exemple des communautés au Mexique mettre en valeur l'expérience du passage illégal de la frontière américaine, par exemple. Ils identifient ça comme un élément majeur de leur culture. Donc effectivement, les communs culturels, ça permet de lier culture première et culture seconde, justement en permettant d'affirmer les droits culturels. Et puis dernier élément, sur le travail de créateur. Alors en effet, on parlait du rapport au public, etc. Et puis ce besoin d'interaction, parce que finalement l'œuvre d'art, elle se crée dans l'interaction entre le public et les artistes. Mais l'évolution numérique, elle va poser un autre problème, et puis il va falloir qu'on s'en parle vite là, c'est comment on rémunère les artistes dans ce cadre-là, c'est-à-dire que est-ce qu'on accroît les droits de la propriété intellectuelle? Comment on fait? Enfin, est-ce que ce modèle va être soutenable pour les artistes? Donc c'était juste quelques petites réflexions. Je sais que Leïla, on est en retard, donc je m'arrêterai là. J'aurai encore aussi quelque chose à dire, mais ce sera pour une prochaine fois. Merci Laurent. Je remercie Diane Gabriel et Benoît pour vos commentaires et nos présentateurs et présentatrices. Sans tarder, je passe la parole à Pierre-André Tremblay pour les commentaires finaux sur la journée.